Bonjour tout le monde. Je suis David Marquis, le directeur national de Intuit Canada, et j'ai le plaisir de vous accueillir à l'Assemblée générale pour les priorités de petites entreprises dans le cadre des élections fédérales. Chez Intuit QuickBooks, nous sommes tous fiers de notre partenariat avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour cet événement important. Intuit est une entreprise mondiale de plateformes financières et s'est donné pour mission de donner à chacun la possibilité de prospérer. Nous nous dévouons à donner aux personnes à travers le monde les moyens d'améliorer leurs finances et de vivre la vie qu'elles souhaitent. QuickBooks est la plus grande plateforme au monde pour les petites entreprises. Et c'est ces petites entreprises comme la vôtre qui sont l'épine dorsale de notre économie canadienne. Cette assemblée publique virtuelle aujourd'hui sera l'occasion pour les petites entreprises de poser les questions à nos dirigeants politiques sur les sujets qui vous préoccupent alors que notre pays se dirige vers la reprise économique. Donc, je vous remercie infiniment d'être ici aujourd'hui. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre partenaire pour cet événement, Dan Kelly, le président et directeur général de la FCEI. Dan. Merci. Bienvenue à notre table ronde. J'aimerais tout d'abord remercier Intuit QuickBooks d'avoir organisé cet événement avec nous. David, nous sommes très heureux de travailler avec votre formidable équipe et nous sommes fiers de notre partenariat. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux candidats qui sont avec nous cet après-midi. Je suis très heureux que vous soyez avec nous malgré vos campagnes électorales très, très chargées. Rachel Bandayan du Parti libéral, Louis Yalanti du Parti conservateur, Peter Julian du NPD, et Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois. Je vous remercie de prendre le temps de discuter des enjeux qui importent aux propriétaires de petites entreprises. Je tiens à préciser que nous avons invité tous les partis ayants des députés à la Chambre des communes et que le Parti vert n'a pas répondu à notre invitation. J'aimerais vous rappeler que la FCEI est une organisation non partisane et que notre objectif aujourd'hui est de vous fournir des informations qui pourront vous être utiles lors du jour de l'élection fédérale. Je tiens à préciser qu'en plus de cette table ronde, nous avons demandé à tous les partis de nous fournir des commentaires écrits au sujet des questions importantes pour les petites entreprises. Nous avons reçu les réponses de tous les partis, incluant les 4 partis qui participent à cet événement et les partis populaires du Canada et les partis verts. Ces informations sont maintenant disponibles sur notre site web. J'aimerais maintenant vous présenter mes collègues Jasmin Gonette, vice-présidente des Affaires nationales, et Amélie Desrosiers, directrice des communications et du marketing. Jasmin et Amélie, je vous cède la parole. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Dan. Et merci à tous les participants d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette table ronde pour les élections fédérales en vue des priorités des PME. Avant de passer la parole à Jasmin qui va présenter les candidats qui sont avec nous aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler la séance. Donc, on va poser des questions, la même question à chacun des candidats. Donc, tous les 4 candidats vont avoir la chance de répondre à l'ensemble des questions. Et ces questions-là, elles viennent de vous. Donc, merci à tous ceux qui ont suggéré des questions quand vous vous êtes inscrits pour l'événement. Donc, on en a choisi quelques-unes. On va essayer de tout couvrir et évidemment laisser le temps à chacun de s'exprimer. Vous pouvez aussi ajouter des questions dans le bas de votre écran. Vous avez une section qui s'appelle questions et réponses. Donc, vous pouvez ajouter des questions. Si on a le temps durant l'événement, on va pouvoir les couvrir aussi. Voilà. Et puis, pour les candidats
candidats, bien, on essaie de garder les réponses assez concises et précises. Donc, je vais avoir une technique pas très technologique, mais toujours efficace d'utiliser le fameux drapeau rouge quand on va arriver aux 2 minutes maximum qui est alloué pour chaque réponse. Et puis, on espère qu'on va pouvoir s'en tenir à ça. Sinon, j'utiliserai la force du bouton mute pour terminer les allocutions. Alors, voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jasmin qui va présenter les différents candidats. Merci beaucoup, Amélie. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Comme vous le savez, cette élection est particulièrement importante pour les PME partout au pays. La pandémie a eu un impact considérable sur elles. En date d'aujourd'hui, 76% seulement des PME sont complètement ouvertes, 47% ont tout leur personnel et seulement 39% des PME ont des revenus normaux. On voit bien avec ces chiffres que la situation est loin d'être revenue à la normale. Et ce n'est pas tout. La dette des PME est très élevée et une entreprise sur 6 est à risque de fermer définitivement en raison de la pandémie et des mesures de restriction qui l'accompagnent. Alors, nous, comme nos membres, on a hâte d'en apprendre davantage sur vos programmes, sur ce que vous proposez aux PME durant et après la pandémie. On est heureux d'avoir des représentantes du Parti libéral, du Parti conservateur, du NPD et du Bloc québécois avec nous aujourd'hui. Je vais vous les présenter très brièvement. Tout d'abord, nous avons Mme Rachel Ben-Dayan, candidate du Parti libéral dans Outremont. Et au moment du déclenchement des élections, Mme Ben-Dayan servait en tant que députée et en tant que secrétaire parlementaire de la ministre de la petite entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international. Alors, bienvenue, Mme Ben-Dayan. Nous avons également M. Louis Yalenti, candidat pour le Parti conservateur dans la circonscription de Saint-Léonard-Saint-Michel. M. Yalenti est lui-même entrepreneur et possède une PME dans le secteur de la mode pour hommes, si je ne me trompe pas. Alors, bienvenue, M. Yalenti. Monsieur Peter Julian est candidat pour le NPD dans le comté de New Westminster-Burnaby. Au moment du déclenchement des élections, Monsieur Julian était député et siégeait également sur le comité des finances de la Chambre des communes. Bienvenue avec nous aujourd'hui, Monsieur Julian. Et enfin, nous avons Monsieur Gabriel Sainte-Marie, candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Joliette. Au moment du déclenchement des élections, M. Sainte-Marie était député et lui aussi siégeait sur le comité des finances de la Chambre des communes. Alors, bienvenue aujourd'hui avec nous, M. Sainte-Marie. Bienvenue à tout le monde. Un grand merci d'être avec nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne table ronde et je vais laisser la parole à Amélie pour notre première question d'aujourd'hui. Parfait. Juste avant de commencer, je vais rappeler donc que l'événement est enregistré et que l'enregistrement de l'événement va être disponible sur notre site web à fcei.ca/élection fédérale après la séance. Et vous pouvez aussi, comme Dan le disait, aller sur notre site web pour avoir accès aux différentes ressources, dont le questionnaire qui a été rempli par chacun des partis sur les priorités des PME. Donc, je vais commencer et le tour de parole va être alloué de façon en rotation. Donc, la première question va être répondue tout d'abord par M. Sainte-Marie du Bloc québécois. Donc, on veut commencer pour donner à nos membres la chance de vous connaître un peu plus personnellement. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller en politique? Qu'est-ce qui vous motive encore au quotidien? Donc, qu'est-ce qui vous a incité puis qu'est-ce qui vous garde motivé dans ce choix-là? Oui, bonjour tout le monde. Merci Amélie. Donc, félicitations à Dan Kelly pour sa grande maîtrise du français maintenant au comité des finances. On sait qu'il va pouvoir nous parler en français. Pour tous les membres qui nous écoutent, là, la FCEI fait un job extraordinaire au Parlement.
Jasmin et Dan, je vous dirais, Peter pourra être d'accord avec moi certainement, c'est les superstars du comité, surtout pendant la pandémie. Là, ils sont venus un nombre incalculable de fois soulever les enjeux auxquels vous faisiez face. Vous êtes très bien représentés. Ils font une Moses de bon job. Bon, moi, je viens de Saint-Jean-de-Mata, dans l'Anaudière. Je reste à Joliette depuis une couple d'années. Avant la politique, j'étais prof d'économie au cégep, chargé de cours à l'UQAM. Je faisais de la recherche en économie. Comme tout le monde, pourquoi la politique? Parce que j'aime le monde, j'aime les entreprises, on veut aider chacun à notre manière, comme on peut. Fait que c'est pour ça l'engagement, certainement. Ma passion, c'est l'économie. J'ai du côté de ma mère, du côté de mon père, des gens qui ont des PME. Je sais que ce n'est pas facile. Je vois toute l'importance pour l'économie du Québec que vous jouez. Donc, tout ce qu'on peut faire pour vous appuyer, on est là. Qu'est-ce qui nous garde motivés? La fierté que j'ai eue là, dans la dernière année et demie à justement essayer de faire le lien entre les entreprises au Québec, dans le comté, les PME, tout ça, puis le gouvernement, voir, OK, il y a tel programme, comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, être à l'écoute, puis sentir qu'on peut faire une différence. Puis je pense que tous les partis ensemble, là, on a pu bien travailler, essayer d'être le relais, puis mieux servir. Puis ça continue. Là, il y a la relance, il y a des enjeux pour la relance, pour le virage vert de l'économie, pour la place des PME au Québec. Donc, je veux continuer à être au rendez-vous pour essayer de faire au moins une petite différence pour notre monde. Super, bien, merci beaucoup. Puis merci pour vos bons mots envers la FCI. Je ne suis pas surprise, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Maintenant, on va continuer avec vous, Mme Bendayan. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique, puis qu'est-ce qui vous garde motivé? Merci Amélie et je rejoins les propos de mon collègue Gabriel. Merci à la FCEI et aussi à Intuit QuickBooks pour leur travail sur le terrain. Écoutez, moi je me suis impliquée en politique car je voulais évidemment porter la voix de ma communauté, de mes voisins et voisines à Ottawa. Ce qui me garde motivée, c'est vraiment de voir l'impact de mon travail, de notre travail sur le terrain. Quand je parle aux gens que notre gouvernement a pu aider pendant la pandémie, quand je parle aux familles qu'on soutient, quand je parle aux organismes communautaires qui ont réussi à continuer leurs activités grâce au fonds du gouvernement fédéral, quand je parle surtout aux entrepreneurs qui me disent qu'ils ont pu passer à travers la pandémie grâce à l'aide de nos programmes d'urgence, nos subventions fédérales, c'est extrêmement valorisant pour moi. Et évidemment, c'est avec un grand sens de responsabilité que j'ai accepté le rôle de secrétaire parlementaire pour les petites entreprises et le commerce international il y a maintenant 2 ans. Mon mari est entrepreneur, il est PDG d'une petite entreprise lui aussi. Alors, la réalité, les défis des PME ces derniers temps, je le comprends, je les vis moi aussi. Et avant de rentrer en politique, j'étais avocate en litige commercial international. Alors, moi-même, j'ai défendu les compagnies canadiennes exportatrices à travers le monde pendant plus de 10 ans. Alors, je connais cette réalité aussi. Tout ceci m'encourage évidemment à continuer de l'avant. J'aimerais aussi dire personnellement, je suis de celles qui pensent qu'en tant qu'élus, nous avons un devoir envers les électeurs de dépenser leur argent, l'argent des contribuables de manière responsable. Alors, je suis très, très sensible au concept de responsabilité fiscale. Et c'est justement dans cet esprit-là que j'ai fortement appuyé les programmes que nous avons mis en œuvre pendant la pandémie. Je crois que le coût de l'inaction, le coût de laisser nos entreprises mettre la clé sous la porte aurait été énorme et aurait endommagé notre économie. Je pense que le temps s'est écoulé, mais merci beaucoup pour la question. Parfait, merci beaucoup. On va y aller maintenant avec vous, M. Yalenti. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer en politique? Bien, pour moi, premièrement, je suis né à Montréal, je parviens de l'Est à 18 ans. Je suis parti de Montréal et j'ai pris un parcours assez long avant mon retour au Canada il y a 2 ans et demi. Donc, je suis très content. Je n'ai pas perdu trop de mon français, mais je le sens que je l'ai perdu spécialement durant cette candidature. Mais pour moi, je suis avocat en Australie. Je suis enseignant à l'université en Australie aussi. Et c'est là, en 2009, où est-ce que j'ai commencé ma petite entreprise très tranquillement. Et j'ai eu l'opportunité, dans les premiers 5 ans, d'ouvrir une franchise ici à Montréal, à Tokyo, et à Melbourne et aussi à Singapour.
tout le temps des petites entreprises, mais dans des places un peu lointaines, comme on peut dire. Et il y a 2 ans, juste avant la pandémie, je voulais me lancer en politique, surtout parce que j'ai une passion pour l'économie, j'ai une passion pour les petites entreprises et leur... comment je peux dire ça? Je trouve que c'est tout le temps un point de référence pour l'économie nationale, l'économie provinciale. Sont comment en santé les PME? Et c'est quoi les lois, les droits et les initiatives qu'on peut donner à les PME? Parce qu'on s'entend clairement, c'est vraiment comment les PME ils vont, c'est vraiment la température de l'économie canadienne. Donc, c'est un peu ça ma passion. Pour longtemps, je m'identifiais comme libéral, mais durant les dernières 2 ans, et spécialement durant la pandémie, j'ai eu vraiment un changement d'idéologie, si on peut dire. Mais pour ça, j'aimerais remercier l'invitation et je m'y mets pour les prochaines 3-4 questions. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on termine avec vous, M. Julian. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer en politique et qu'est-ce qui vous garde motivé? Merci beaucoup. Et je vous reviens aujourd'hui du territoire traditionnel et non cédé de la Première Nation Kakaï et les peuples du Salish de la Côte. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et je vais un peu répéter des commentaires de mes collègues sur le travail important de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Alors, on a travaillé beaucoup avec vous pendant COVID dans un gouvernement minoritaire, un parlement minoritaire, et l'NPD travaille avec la Fédération pour chercher des éléments importants comme la subvention salariale et la subvention de loyer. Ça, c'est des éléments importants. Moi, j'ai débuté dans la politique avec l'équipe de Jack Layton. Jack Layton, bien sûr, était quelqu'un qui venait des PME. Il avait son propre PME et ça tenait vraiment à cœur. Et c'est la même chose pour Jagmeet Singh aussi, qui a commencé en tant qu'avocat. Il a opéré sa propre boîte. Alors, c'est à cause de ça que ça m'attire vers l'NPD. J'ai opéré moi-même un PME qui a gagné plusieurs prix de mérite avant de devenir dans la politique et on avait une 50aine d'employés. C'était un PME, une entreprise sociale qui fournit des biens et des services pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors, aujourd'hui, avec mes collègues du NPD comme Gord Johns, qui a beaucoup travaillé avec la Fédération canadienne, on se met vraiment à travailler pour qu'on puisse mettre les PME dans une bonne position. Ça veut dire de fournir l'aide qui est importante, mais aussi de faire en sorte que les PME ne sont plus touchées par des frais de marchand, des frais de données mobiles qui sont parmi les plus hauts au monde. Ça, c'est des choses où le gouvernement fédéral peut intervenir, il devrait intervenir. C'est pour ça que je suis dans la politique et avec l'NPD. Parfait. Merci beaucoup. Jasmin, je te passe la parole pour la question numéro 2. Merci beaucoup, Amélie. On a reçu beaucoup de commentaires et de questions concernant la pénurie de main-d'œuvre, un des enjeux les plus importants pour les PME à l'heure actuelle. Je veux remercier notamment Mme Sylvie Langlois, Vanessa Tremblay, M. Michel Pérez et M. Jean-Marc Pittet pour nous avoir fait parvenir des questions sur le sujet de la pénurie de main-d'œuvre. Nos membres mentionnent au fond les effets néfastes de la PCRE, la difficulté d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires, les difficultés d'embaucher de la main-d'œuvre spécialisée. Donc, ma question est la suivante. Quel est votre plan pour aider à résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre? Et je vais commencer avec vous, M. Sainte-Marie. 2 minutes pour répondre à cette question. Merci. OK, ça me fait plaisir de répondre, mais selon l'ordre qu'on nous avait envoyé, c'était Mme Bendayan, puis j'étais le dernier. Est-ce que je me mélange ou... Allons-y avec Mme Bendayan et on ira à vous, M. Sainte-Marie, un peu plus tard.
Merci beaucoup, Jasmin. Merci, Gabriel. Toujours très galant. Alors, au Parti libéral, nous avons un plan détaillé et exhaustif pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, un enjeu qui prédate la pandémie, mais qui a certainement été exacerbé par celle-ci. Alors, j'aimerais juste détailler, dans notre plateforme, nous avons présenté un plan à 5 points. Premièrement, nous allons augmenter de 1 400 $ l'allocation canadienne pour les travailleurs à faible revenu. C'est comme un incitatif au travail, un crédit d'impôt pour tous ceux qui gagnent jusqu'à 26 000 $. Deuxièmement, notre programme pan-canadien de garderie, y compris l'entente de 6 milliards de dollars avec le gouvernement du Québec, nous permettra de s'assurer que les femmes puissent retourner au travail si elles le souhaitent. Troisièmement, nous allons aussi encourager les travailleurs plus âgés à rester sur le marché du travail ou à y retourner à temps plein ou à temps partiel en instaurant un crédit d'impôt allant jusqu'à 1 650 $ pour les aînés de 65 ans et plus qui travaillent. Quatrièmement, évidemment, la solution passe également par l'immigration. Alors, nous nous sommes entendus, encore une fois, avec le gouvernement du Québec pour hausser le nombre maximal de travailleurs étrangers temporaires dans des secteurs économiques désignés par le Québec, en plus d'autres mesures pour faciliter le recrutement de travailleurs étrangers. Et finalement, cinquième point, nous allons doubler le financement du programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical qui soutient des projets de formation dans les métiers spécialisés menés par des syndicats. Je pense que nous avons le seul plan vraiment crédible en la matière. Quand j'ai entendu M. Yves-François Blanchet au débat parler de bénévolat comme solution à la pénurie de main-d'œuvre, j'avoue que je n'ai pas trop compris. Peut-être M. Sainte-Marie va nous éclairer à propos de ça plus tard. Merci pour la question, Jasmin. Merci beaucoup, Madame Bendayan. Je laisse la parole à Monsieur Yalenti. Monsieur Yalenti, 2 minutes pour répondre à notre question sur la pénurie de main-d'œuvre. Vous êtes sur mute. Excuse. J'aimerais dire, c'est quelque chose qui me touche très personnellement. À Montréal, j'ai des investissements dans l'hôtellerie et dans la vente à détail. Puis je vois quasi à chaque jour le recrutement avec la réouverture de nos locales. C'est presque impossible et ça nous nuit. Durant les débats, je trouve que notre chef de parti, M. O'Toole, a vraiment répondu à cette question-là avec un plan exact et j'aimerais le rémunérer un peu ici pour tout le monde. La première chose, il faut savoir que ça touche à tous les secteurs économiques, ça touche les secteurs de tourisme, de la restauration, la construction, l'agriculture, la santé surtout. Et premièrement, il faut réduire les délais d'attente entre les permis nécessaires aux travailleurs étrangers temporaires pour travailler au Canada et faciliter leur entrée au Canada, surtout au Québec. On voit une différence entre presque 2 ans pour ces permis nécessaires. Spécialement au Québec, et je suis candidat au Québec, on perd beaucoup de possibilités de main-d'œuvre à l'Ontario et à l'ouest du Canada. On va investir 250 millions sur 2 ans pour créer un fonds de formation professionnelle au Canada pour offrir aux travailleurs un mis-à-pied à l'accès immédiat à la formation. On a vu aussi durant cette pandémie-là, beaucoup de personnes ont pris le choix, beaucoup de travailleurs ont pris le choix de changer. Je pense que... Ouais, je crois que ça a coupé, M. Yalenti. On peut peut-être revenir. Est-ce que vous êtes là, M. Yalenti? Ma connexion d'Internet vient juste de s'échapper. Oui, vous êtes de retour, alors vous pouvez continuer votre réponse. Je continue. Des subventions en ciblant les groupes traditionnels qui sont sous-représentés dans chaque industrie.
canadienne pour les travailleurs jusqu'à concurrence de 2 800 $ pour les particuliers et 5 000 $ pour les familles. Et une allocation de dépôt direct au lieu d'un remboursement d'impôts pour ceux et celles qui veulent changer d'industrie et ont besoin d'accès à la formation. Mais aussi, c'est créer un plan d'hausse d'emploi au Canada en payant jusqu'à 50 % des salaires des nouveaux employés pendant 6 mois avec d'autres incentives, je m'excuse, je parle la parole, pour l'embauche de chômeurs à long terme. Ça, pour nous, c'est très, très, très important. Et peut-être un dernier point avant qu'on passe à un autre intervenant, M. Yalenti. Oui. Mais plutôt, c'est donner plus de pouvoir au Québec pour les travailleurs étrangers et temporaires. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut s'y mettre tout de suite parce que c'est quelque chose où est-ce que le Québec entièrement, on rate. J'aimerais vraiment cibler ce point-là, que nous avons la demande à travers l'immigration, spécialement dans les industries qu'il manque. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Malheureusement, la connexion Internet a été intermittente, là, mais merci beaucoup pour votre réponse. Et à vous, M. Julian, quel est le plan du NPD pour aider à résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre? Désolé que les conservateurs soient déconnectés, mais j'espère que ma connexion est bonne. D'abord, c'est question d'accès à tous les programmes d'éducation postsecondaire et l'apprentissage. Là, c'est un problème croissant au Québec, c'est un problème qui existe partout au Canada. Le plan du NPD prévoit vraiment d'éliminer les obstacles qui viennent des obstacles financiers à ces programmes-là. Alors, ça, c'est un premier élément important. Deuxièmement, on a un problème dans notre système d'immigration avec la reconnaissance des compétences. Alors, pour l'NPD, on prévoit justement de mettre en place un programme de reconnaissance des compétences promis par les conservateurs anciennement, promis par les libéraux et jamais livré. Et pour les travailleurs étrangers, s'ils sont assez bons pour travailler au Canada, ils devraient être assez bons pour vivre ici aussi. Alors, ça implique vraiment de mettre en place un système d'immigration qui est fonctionnel. Maintenant, un autre élément, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est l'accès aux programmes sociaux comme les garderies, bien sûr, qui fait une différence pour l'accès des femmes au marché du travail. Et dans la région de Grand Vancouver, c'est vraiment la pénurie du logement abordable qui fait en sorte qu'il y a souvent une pénurie pour les employés, comme les gens des PME dans ma région me disent. Et là, il n'y a personne qui peut vivre ici parce que le coût de logement est trop élevé. Alors, le programme du NPD prévoit 500 000, un demi-million des logements abordables dans les prochaines années, comme on a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, de répondre à ces crises de logement abordable avec un programme osé qui va faire une différence. Merci beaucoup, M. Julian. Et en terminant, M. Sainte-Marie, à vous la parole. Quel est le plan du Bloc pour aider à résoudre la pénurie de main-d'œuvre? Bon, premièrement, là, c'est le sujet numéro 1 qu'on entend dans la campagne. Un matin, j'étais à Saint-Michel-des-Saints chez Jack Mécanique, là, une entreprise là, qui travaille un peu partout. Ils me disaient ça encore eux aussi. Toute la tournée que j'ai faite, ça revient constamment. C'est un problème qui était là avant la pandémie, qui a été exacerbé pendant la pandémie puis qui va rester pour encore un méchant bon bout de temps. On a 2 boomers qui partent à la retraite pour une travailleuse ou un travailleur qui entre sur le marché du travail. La solution de fond, certainement, ça va être d'investir dans la productivité, faire plus avec moins de ressources humaines. Donc, on a plusieurs mesures là, pour soutenir l'investissement, la recherche et le développement puis l'achat d'équipements. Donc, ça, c'est la base à long terme. Immédiatement, à court terme, là, il y a un problème avec la PCRE qui vient exacerber le problème. Ottawa fait toujours du mur à mur. C'est soit il n'y a rien, soit il y a tout, puis ce n'est pas ciblé. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut cibler les mesures. Par exemple, là, le secteur de la culture, du transport aérien, le tourisme international à Montréal, bien, si on force les employés de ces secteurs-là à aller trouver d'autres emplois, on va perdre une expertise, on va perdre un avantage comparé. Donc ça, il ne faut pas aller là. Il faut pouvoir adapter
les programmes de soutien aux secteurs qui en ont vraiment besoin. Là, moi, je parle à des centres d'emploi, des groupes communautaires dans le comté ici, puis c'est comme ça ailleurs au Québec. Ils disent, bien là, les personnes qui viennent les voir, bien, on va finir le programme, puis après ça, on retournera travailler. Je sais que ce n'est pas des gros montants, là, 300 $ par semaine, là, mais il y a un impact. Donc, il faut suspendre ça dès maintenant. Ça en rajoute. Sinon, au niveau, pour les jeunes travailleurs retraités, là, les jeunes retraités, mettre des incitatifs fiscaux s'ils désirent retourner travailler, que ça ne soit pas du bénévolat. Là, on en entend plein de monde là, qui disent « je retournerai bien, ils ont fait leur voyage, là, rendus à leur retraite. Là, ils s'ennuient un peu, ils aimeraient ça retourner sur le marché du travail. S'ils vont, ça revient à du bénévolat. Donc, ça prend des incitatifs à ce niveau-là. Au niveau de l'immigration, le ministère de l'Immigration, il y a un chantier de fond en comble à revoir. C'est cacophonique, c'est bureaucratique, c'est du n'importe quoi. Les fonctionnaires perdent les papiers. On parle de 27 mois, au-dessus de 2 ans là, pour un travailleur, un immigrant, faire tout le processus pour pouvoir avoir ses papiers. Là, même pour les étudiants ici, des étudiantes, que là, je vois le temps qui passe. En tout cas, il y a beaucoup à faire au niveau du ministère de l'Immigration aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Sainte-Marie. Merci à tous et je vais demander à ma collègue Amélie de vous poser la prochaine question. Parfait, merci Jasmin. Donc, pour notre prochaine question, on veut parler de reprise économique et des programmes liés à la COVID-19. Comme vous le savez, on en a parlé un petit peu depuis le début. Les programmes d'aide comme la subvention salariale, la subvention loyer, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ces programmes-là ont été essentiels pour plusieurs PME, plusieurs membres de la FCEI. La situation, comme Jasmin l'expliquait au début, est loin d'être revenue à la normale pour un grand nombre de PME à l'échelle du Québec et du Canada. Donc, Jean-Philippe Paquette se demande qu'est-ce que vous comptez faire avec le programme de subvention salariale. Puis moi, de mon côté, j'ajouterais aussi qu'est-ce que vous comptez faire pour soutenir les PME dans les prochains mois, dans la reprise économique là, qui s'annonce longue et ardue. Alors, on va commencer à répondre avec M. Yalenti. Vous êtes sur mute. J'ai vraiment le don à faire ça. Mais pour moi, je suis très, très, très content que le gouvernement fédéral s'est apporté durant cette pandémie-là avec ses subventions qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, donc, crédit, voici, les crédits doivent être donnés. Mais une des choses que j'ai beaucoup aimées durant cette candidature-là, c'est voir une convergence où est-ce qu'on peut tous se regarder les 5 partis nationaux et dire oui, il y a on sait c'est quoi le problème. Pour moi, par exemple, les gros problèmes avec le PCA, c'est que ça n'a pas donné assez de pouvoir aux entreprises petites et moyennes à être en contrôle de qu'est-ce qu'ils pourraient offrir durant ces temps de faiblesse ou de vente qui sont rabaissés par beaucoup. Ils n'ont pas eu le pouvoir de vraiment s'y mettre et vraiment de se mettre en concurrence pour embaucher, surtout. Donc, pour nous, au Parti conservateur du Canada, il y a 3 messages clés, il y a 3 volets qu'on regarde. Premièrement, c'est offrir un crédit d'impôt de 25 % sur un montant maximal de 100 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de propriétaires des PME qui ont investi beaucoup d'argent personnellement, qui ne vont pas avoir la capacité de retoucher dans les prochaines 2, 3, 4, 5 années. On sait beaucoup que les entrepreneurs, les propriétaires de PME, spécialement les petites entreprises en région, sont en business pour eux-mêmes et surtout que quand l'argent, ça rentre pas personnellement et dans l'entreprise. Donc, il faut avoir une convergence de idéologie entre c'est quoi l'argent de l'entreprise et l'argent personnel. Donc, pour combler ça, un crédit d'impôt de 25 % ça pourrait aider beaucoup de personnes avec des petites entreprises, spécialement des entreprises régionales. Aussi, un autre crédit d'impôt
pour les prochaines 3 ans, pour les prochaines 25 000 $ investis personnellement par les propriétaires de PME dedans, dans leur propre business. Et une autre subvention, un autre prêt de 60 000 $ offert en compte d'urgence pour les entreprises sans intérêt. Parfait, merci beaucoup. On va continuer avec vous, M. Julian. Merci beaucoup. Maintenant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'équipe économique du MPD, Jagmeet Singh, Alexandre Boulouris, qui est notre chef adjoint, moi-même, Gord Johns, notre critique en matière du PME, on a travaillé beaucoup ensemble avec la Fédération canadienne des entreprises indépendantes pour mettre une sorte qu'on avait en place la subvention salariale. On se rappelle qu'au début, les libéraux voulaient mettre une subvention de 10 %. Et on a regardé d'autres pays qui avaient à 75 % d'une subvention, puis on a poussé, et dans une minorité un parlement minoritaire, on a eu gain de cause, puis on a gagné cette lutte-là pour avoir la subvention salariale. Ensuite, la subvention de loyer, même chose. D'abord, quand c'était mis en place, c'était très difficile d'accès. Et l'MPD a poussé, notre équipe économique a poussé pour que ça soit quelque chose de rentable, efficace pour les PME d'utiliser. Alors, ces programmes-là devraient continuer et les appuis pour les entreprises, surtout les PME, devraient continuer. Quand on regarde les plateformes électorales du Parti libéral et du Parti conservateur, ils mettent fin d'ici peu. Mais au MPD, quand vous regardez notre plateforme électorale, et on va parler tout à l'heure de c'est quoi l'impact financier au bout de ces plateformes-là. Mais quand vous regardez ça, l'MPD continue les subventions jusqu'à l'année prochaine. C'est important. Aussi, on pousse pour une subvention pour l'embauche des nouveaux employés aussi. C'est extrêmement important. Et de cette façon-là, on peut garder, bien sûr, les niveaux d'impôt pour les PME à le même niveau, ce qui est très bas, mais on va augmenter, bien sûr, les impôts pour les mieux nantis et les entreprises, les grandes entreprises canadiennes. Ça, c'est notre façon d'équilibrer les recettes fiscales. Parfait, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à M. Sainte-Marie. Oui, donc merci. On a vu ça en chambre, là, le débat, à qui avait eu la première idée en premier. Là, je pense que c'est tout le monde qui travaillait ensemble, puis surtout en se faisant votre relais, hein, qu'on a pu, tout le monde ensemble, là, bonifier les programmes. Parce que nous aussi, au Bloc, on dit la subvention salariale. Je me souviens, j'en parlais à Bill Morneau, quand c'était juste à 10 %, on disait ça n'a pas de bon sens. Regardez le Danemark. On avait donné notre appui à un premier vote pour un aide au coût fixe qui a donné l'aide au loyer qui n'était pas satisfaisante, qui a fini par devenir la subvention au loyer, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, il y a des bons programmes qui aient pu soutenir les entreprises. Comme je le disais à la réponse précédente, notre position là, pour les subventions au loyer, subventions salariales, les différents programmes, c'est d'arrêter de faire du mur à mur. L'idée, là, ces programmes-là, c'est qu'ils sont temporaires pendant la pandémie. Donc, pour passer à travers, il y a des programmes qui sont mis en place. Quand l'entreprise dans un secteur revient à une certaine normalité, là, il faut les arrêter. Là. Il ne faut pas que les entreprises vivent sur les respirateurs artificiels. Quand même, M. Guénette, là, Jasmin rappelait les statistiques là, au début du débat qui sont encore très préoccupantes. Donc, nous, c'est de les cibler pour les secteurs qui ont de la difficulté plus longtemps. Et aussi, l'idée d'une subvention à l'embauche, c'est tout à fait intéressant. Et après les programmes d'aide pour traverser la pandémie, nous, on est en faveur d'un plan de relance, un plan de relance qui va soutenir les réalités propres à l'économie du Québec, qui, selon nous, dans bien des égards, c'est l'économie de demain. On a tout pour réussir. Puis, notamment là, avec des programmes pour la transition verte. Donc, comment mieux prendre ce virage-là, chacun à notre façon. Donc, je vois que le cahier rouge s'en vient. Je vais m'arrêter ici. Merci. Vous êtes très, très à l'affût de mon mouvement non verbal. On passe à vous, Mme Bendayan.
Merci. Je trouve ça toujours très amusant de voir le Bloc québécois et l'NPD essayer de s'approprier les programmes du gouvernement libéral. C'est un gage du succès de nos programmes, je crois. Et j'aimerais remercier également M. Lialenti du Parti conservateur de reconnaître que les programmes d'aide du gouvernement fédéral ont été cruciaux pour nos PME. Peut-être il pourrait en glisser un mot à M. O'Toole et M. Poilievre qui passent leur temps à dire que notre gouvernement a trop dépensé. Mais vraiment, le plus gros de nos dépenses était la subvention salariale. La subvention salariale qui nous a coûté 100 milliards de dollars, mais ça a pu aider plus de 450 000 entreprises canadiennes. Si on regarde le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui était un prêt avec une partie non remboursable, on a aidé presque 900 000 PME et on sait que pour la subvention au loyer, c'est plus de 200 entreprises qui l'ont utilisé, puis on sait que les coûts du loyer sont très élevés. Nous sommes engagés à être là aussi longtemps que nécessaire et c'est ça que je dis depuis le début et on va continuer d'être là pour nos PME. On a déjà prolongé la subvention salariale jusqu'à la fin octobre et nous avons la flexibilité dans la loi existante pour la prolonger jusqu'à la fin novembre de cette année. Nous allons prolonger le programme d'embauche pour la relance économique jusqu'au 31 mars 2022, je crois, afin que les entreprises puissent embaucher plus de travailleurs et que davantage de Canadiens puissent reprendre le travail. Pour le secteur du tourisme qui a particulièrement souffert, nous allons fournir une subvention salariale et une subvention pour le loyer provisoire allant jusqu'à 75 % de leurs frais fixes afin de les aider à passer l'hiver. Nous allons aussi bonifier le programme de financement des petites entreprises. En plus d'élargir l'admissibilité à ce programme-là, nous allons augmenter le montant maximum des prêts et prolonger la durée des prêts de 10 ans à 15 ans pour, par exemple, l'équipement, les améliorations locatives et bien d'autres. Pour stimuler l'investissement, je vois qu'Amélie, j'ai beaucoup plus à dire, mais par souci du temps, je vais arrêter là. Très bien. Mais merci à vous quatre. Jasmin, je te passe la parole. Merci beaucoup, Amélie. Plusieurs de nos membres, plusieurs propriétaires de PME s'inquiètent de l'augmentation des dépenses gouvernementales, de l'augmentation du poids de la dette publique sur les épaules des contribuables et sur les épaules des entreprises à long terme. Il y a M. Christian Gilbert qui pose la question suivante. Comment envisagez-vous de réduire le déficit après la pandémie et quel serait le poids fiscal de cette réduction sur les PME? Et donc, en d'autres mots, est-ce que vous comptez augmenter les impôts des PME? Et cette fois-ci, je vais tâcher de ne pas me tromper dans l'ordre et on y va d'abord avec vous, M. Julian. Merci beaucoup. Et la réponse courte, non. On ne va d'aucune façon augmenter les impôts pour les PME. Maintenant, le directeur parlementaire du budget, qui est l'officier indépendant, qui juge l'ensemble des plans, des plateformes électorales, a dit que le plan du NPD avait le moins grand déficit. Alors ça, c'est intéressant que les libéraux et les conservateurs prétendent avoir une gérance fiscale, mais la réalité, c'est que leur déficit est plus grand avec beaucoup moins d'investissements pour aider les PME et aider tout le monde. Comment ça se fait-il que l'NPD est la meilleure plateforme au niveau d'un budget équilibré? Mais là, c'est parce qu'on augmente les revenus qui viennent présentement que le gouvernement laisse échapper. On parle des géants de web qui ne paient aucun impôt. On parle bien sûr des paradis fiscaux. On perd 25 milliards de dollars par année dans les paradis fiscaux, selon le directeur parlementaire du budget. Et les conservateurs et les libéraux n'ont rien fait pour fermer ces échappatoires fiscales. Aussi, on parle d'une taxe sur la richesse pour les ultra-riches. Les milliardaires ont gagné 80 milliards de dollars de plus en richesse pendant la pandémie. Et c'est le type de recette fiscale qu'on a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait comme un équilibre fiscal. Il y avait une taxe sur la richesse, il y avait une taxe sur les profits excessifs,
De cette façon-là, on a pu investir. Et c'est ça l'inquiétude face aux conservateurs puis aux libéraux. Bien sûr, ils vont couper dans les services auprès des PME, ils vont couper dans les services auprès des gens. C'est leur seule façon parce qu'ils refusent d'augmenter les revenus avec les grandes entreprises et bien sûr avec les ultra-riches. Alors, les recettes fiscales du NPD tiennent le coup et selon le directeur parlementaire du budget, c'est la meilleure approche fiscale. Merci beaucoup pour votre réponse, M. Julian. M. Sainte-Marie, à vous. Oui, merci. L'économiste Serge Coulombe de l'Université d'Ottawa dit qu'il est bien dur de se fier à des prévisions pour les 5 prochaines années. On est vraiment en temps incertain. Il y a la pandémie. Là, ça va prendre une bonne relance pour redémarrer l'économie, s'assurer qu'elle va bien, puis après, être en meilleure position pour régler la question de la dette et des déficits qui sont très préoccupants. À Ottawa, Peter faisait référence, là, il y a des officiers du Parlement qui font des analyses neutres. Il y a la vérificatrice générale qui regarde si les dépenses passées ont toutes été correctes, puis il y a le directeur parlementaire du budget qui, lui, regarde l'avenir, il évalue le coût de nos décisions, qui fait des prévisions. À chaque année, il fait son rapport sur la viabilité financière, puis il regarde les finances à long terme. En juin dernier, il disait 2 choses. 1, il dit les déficits énormes pendant la pandémie ne changent pas vraiment les perspectives financières à long terme du gouvernement fédéral. Si les programmes extraordinaires de pandémie prennent fin graduellement comme prévu, rien ne justifie d'augmenter la charge fiscale des PME. Rien. Fait que ça, c'est notre position. Pas question d'augmenter les impôts sur les PME. Comme le dit l'officier neutre qui fait des analyses objectives, il n'y a rien qui justifie ça. Ce qu'il dit aussi, les déficits structurels, ceux qui vont caler en augmentant avec le temps, ils se trouvent du côté des provinces. Puis la situation est vraiment inquiétante. C'est essentiellement à cause des coûts de santé qui ont sur leurs épaules parce qu'Ottawa ne fait pas sa part. À terme, ses prévisions, c'est que les provinces sont littéralement menacées d'imploser sous le poids des coûts de santé puis de la dette. Puis nous, au Bloc, où on s'inquiète, c'est vraiment de là. Nous, dans notre plateforme financière, les 2 tiers de nos nouvelles dépenses, c'est les transferts en santé. Ce n'est pas des vraies nouvelles dépenses, c'est les contribuables qui les payent, mais en payant les impôts aux provinces, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer pour s'arrimer avec la sonnette d'alarme que sonne le directeur parlementaire du budget, puis s'assurer qu'on n'arrive pas d'une impasse financière qui serait infiniment plus dangereuse pour la fiscalité des PME que ce qu'on vit à Ottawa actuellement. C'est des chiffres épouvantables qu'on a dépensés dans la dernière année et demie, mais le directeur parlementaire du budget dit à terme, c'est plus du côté des provinces où il faut s'inquiéter. On est le seul à rééquilibrer, puis c'est toutes les provinces qui demandent ça. J'arrête de parler. Merci. Merci beaucoup, M. Sainte-Marie. Je cède la parole à Mme Bendayan. Merci beaucoup. Et la réponse directe à la question est non, nous n'allons pas augmenter les impôts pour les PME. En fait, c'est notre gouvernement, un gouvernement libéral, qui a baissé les impôts des petites entreprises jusqu'à 9 %. Et nous avons fait en sorte que le Canada ait le taux combiné d'impôts des PME le plus bas parmi les pays du G7. C'est quand même extraordinaire. Nous avons déjà agi pour réduire les frais de carte de crédit pour les petites entreprises et comme vous avez peut-être vu dans le budget récemment, on s'engage à faire plus en la matière. Personnellement, je trouve que c'est crucial de continuer à agir pour soutenir nos entrepreneurs et nos PME. Il n'y a aucun doute que nous avons dû dépenser pour passer à travers la COVID, nous l'avons tous dit. Cependant, nous maintenons l'une des positions budgétaires les plus solides du G7. Notre note de crédit demeure AAA. Et certains se demandent si on peut se permettre de continuer à appuyer nos petites entreprises. Ce que je dirais plutôt, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Les frais de gestion de la dette publique sont actuellement autour de 1 % du PIB, ce qui est un creux historique. Quand on pense qu'il y a seulement 25 ans, en 1995, c'était de 6 % de notre PIB qui était consacré chaque année pour couvrir les frais de la dette fédérale, on voit quand même la différence. Nous avons établi une cible budgétaire que nous nous engageons à atteindre. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait baisser de 49 % d'ici 2025-2026 et le déficit devrait atteindre 1,1 % du PIB cette même année. Et je veux être encore une fois très claire, cela ne se fera en aucun cas sur le dos de nos PME. Merci Jasmin pour la question.
Merci beaucoup à Mme Bendayan. Et on va terminer ce tour de table avec vous, M. Yelenti. Vous êtes sur mute. Merci. J'ai tellement de choses à dire là-dessus et merci pour toutes vos réponses. Mais comme d'habitude, je me retrouve durant ma candidature à écouter le Bloc québécois et and simply to agree with them. Je vois vraiment que, naturellement, pour répondre à la question, c'est absolument non. C'est comme j'ai dit en tant que candidat, que les PME, c'est vraiment les tissus de notre société, c'est qu'est-ce qui nous rapporte le mieux pour notre économie et pour notre peuple. C'est avoir des PME les plus chargés, si on peut dire. Secondement, les plans de libéral, puis tous les taux puis les chiffres qui étaient mentionnés par presque tous les candidats et notre premier ministre en ce moment, c'est que c'est tout prévoyé que l'économie Canada va grandir en effet avec ou avec une majorité de leurs dépenses. Et ça, c'est quelque chose que simplement, on ne va pas le savoir. Déjà, on regarde l'indice de prix de la consommation connaît des croissances les plus rapides qu'on a vues pendant 30 ans. On est à plus que 4 %. Et on commence à s'écoper juste pas pour les coûts d'achat pour les PME, mais les coûts d'achat pour les individus. Je parle notamment dans nos idéologies et comment on va se reprendre peu à peu. Tous mes amis qui ont des PME, spécialement au centre-ville de Montréal, qui sont nexés sur le tourisme, c'est que leur prix d'achat pour leur simple produit qu'ils achetaient il y a 2-3 ans, il a augmenté et ils n'ont pas la capacité d'augmenter leur prix nécessairement parce qu'on est en une rebaisse de vente. Donc, ça met une pression exceptionnelle, exigeante sur les PME. Secondement, oui, comme M. Sinclair l'a mentionné très parfaitement, c'est que la défavorisation sur les provinces est énorme. Et si nous, en tant que gouvernement fédéral, on n'a pas un rassemblement de donner plus de pouvoir aux provinces et plus de charges monétaires aux provinces, et spécialement, comme on dit, dans la santé, où est-ce qu'on a vu une rabaisse encore un autre 10 %, c'est que 10 % de levier entre l'argent, le fédéral et le provincial, c'est moins d'argent dans les coffres provinciaux qui peuvent être dispersés, pas juste à l'individu, mais aux PME aussi, l'argent qui peut se mettre mis en garde pour d'autres initiatives. Ça me prend vraiment au cœur parce que je vois vraiment que toutes les manœuvres que nous avons faites pour sauvegarder les PME et les entreprises au Canada, maintenant, on voit l'autre côté de ce façade-là. Et si je vais vous demander de conclure, M. Yelenti, s'il vous plaît. Si on ne s'engage pas à ce point maintenant avec un gouvernement responsable sur tous les volets, sur tous ces enjeux-là, je ne crois pas qu'on va s'en sortir. Merci beaucoup pour vos réponses et je vais laisser donc la parole à ma collègue Amélie pour un tout dernier tour de table. Oui, parfait. Merci beaucoup, Jasmin. Donc, on approche de l'heure de la fin, mais je veux quand même vous laisser 1 minute peut-être à chacun pour rapidement dire aux propriétaires de PME qui nous écoutent pourquoi ils devraient voter pour vous, pour votre parti. Donc, on va commencer par M. Sainte-Marie. Alors, pourquoi les PME devraient voter pour le Bloc? Oui, nous autres, la spécificité, c'est qu'on s'intéresse à l'économie du Québec. Moi, depuis 2015 là, que je siège, j'ai plus été à même de le voir. L'économie du Québec et l'économie du reste du Canada, de l'Ontario, de l'Ouest, tout ça, c'est très différent. On a un écosystème différent, on a des secteurs différents. La place des PME, c'est différent. Nous autres, on est toujours là, on fait tout pour dire « Hey, quand vous faites vos programmes, quand vous faites vos politiques, oubliez-nous pas, on est différents. » Les startups, l'aérospatiale, il y a eu de l'argent finalement qui a été mis pour ça, mais pas pour les PME, ainsi de suite. C'est d'être sur le terrain près de vous puis relayer vos demandes. Sans compromis tout le temps. On peut penser à la question des cartes de crédit, la relève des entreprises familiales.
Encore cet été, le gouvernement disait il y a eu la sanction royale, mais on ne le mettra pas en place. On s'est rencontrés au comité des finances pour taper ses doigts du gouvernement. Donc, vous pouvez compter sur nous. Si on se dirige vers un gouvernement minoritaire, selon moi, c'est la meilleure police d'assurance pour que le gouvernement soit obligé d'écouter vos besoins. Puis avec le Bloc, bien, les besoins des PME au Québec vont toujours passer en premier. Donc, merci tout le monde, puis bonne fin de campagne. Allez voter lundi si ce n'est déjà fait. Très bien, merci beaucoup. On y va avec vous, Mme Bendayan. Pourquoi les PME devraient voter pour le Parti libéral? Bien, merci pour ce beau débat. Pour le mot de la fin, je dirais, notre gouvernement, le Parti libéral, a déjà démontré notre appui vraiment indéfectible à nos PME à travers la crise de la COVID et même bien avant. Nous avons mis sur pied une multitude de programmes et d'initiatives pour aider et mettre en valeur nos PME. Ce n'est pas le temps de les scraper. On sait que le secteur touristique, notre secteur culturel a encore besoin de nous. Je sais qu'énormément de PME, de restaurants, de bars ont encore besoin de ces programmes-là. C'est la raison pour laquelle, au sein du gouvernement, j'ai toujours milité pour eux, que je vais continuer à le faire. Récemment, d'ailleurs, j'ai eu le grand plaisir de pouvoir annoncer un nouveau programme pour encourager l'achat local chez nous. C'était ici, dans une petite entreprise, dans le plateau Myland, dans ma circonscription. Nous avons démontré que les PME sont une priorité pour nous et je pense que ça prend des députés issus du Québec, des Québécoises et des Québécois au sein du gouvernement afin de faire avancer la cause des petites entreprises, afin de s'assurer que la voix des entrepreneurs est entendue. Très bien, merci beaucoup. On y va avec vous, M. Julian. Pourquoi les PME devraient voter pour le NPD? Merci. Mais un vote pour l'NPD, c'est un vote de réduire les frais de marchand que vous payez aux compagnies de carte de crédit à 1%. Un vote pour l'NPD, c'est de réduire aussi les forfaits des données mobiles que vous payez, qui est parmi les plus chers au monde. Un vote pour l'NPD, c'est de mettre en place des appuis pour vos employés, comme par exemple le logement, les soins d'enfants aussi, l'assurance médicaments, toute une gamme des choses que soit les PME sont obligés à payer eux-mêmes ou soit que souvent vos employés sont obligés à payer. Un vote pour l'NPD aussi, c'est un système fiscal équilibré où les géants de web et les grandes entreprises payent leur juste part d'impôts pour qu'on puisse faire les investissements qui aident tout le monde. Alors, un vote pour l'NPD, effectivement, c'est un vote pour les PME. Alors, j'espère que vous avez appuyé les candidats de Jagmeet Singh et l'NPD le 20 septembre. Parfait, merci. Et M. Yalensi, pourquoi les PME devraient voter pour le Parti conservateur? Premièrement, l'idéologie du Parti conservateur est consacrée et vraiment ciblée aussi sur les PME et le business, le commerce, comme on le dit. Mais les trois autres partis regardent vraiment comment on pourrait, et pas juste aider les PME comme le Parti conservateur, mais le Parti conservateur jette un coup d'œil tout le temps à comment on peut avoir des stimulus dans notre économie pour aider aussi à les vendre, pour aider aussi à l'individu pour qui reprenne et qui ait une certitude envers l'économie canadienne, qui peuvent recommencer à dépenser, recommencer d'aller au restaurant, recommencer à faire ces déroulements de journée quotidienne, je devrais dire. M. O'Toole était le premier à dire un plan de relancement du Canada sur ses vacances du TPS dans le mois de décembre va vraiment affecter directement les individuels qui vont dépenser, notamment pour Noël, et ça va rendre l'argent directement dans les poches des PME. On sait tous que ces paiements de taxes-là, à chaque corps ou à chaque mois, comme qu'on le fait, c'est 5 % qui va rentrer dans nos poches directement. Donc, c'est vraiment une question d'idéologie, une question de une protection pour les PME et une stimulus pour l'économie tellement. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Jasmin, je te passe le mot de la fin. Bien, merci beaucoup, Amélie. On arrive déjà à la fin. On aurait plusieurs autres questions à poser, mais on va respecter le temps. Je souhaite vraiment vous remercier tous, les candidats, Madame la candidate aussi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous a permis de vraiment mieux comprendre la position
de vos partis sur plusieurs enjeux qui sont vraiment importants pour les PME et pour nos membres. Je veux également remercier notre partenaire d'aujourd'hui, Intuit QuickBooks, sans lequel l'organisation de cette table ronde n'aurait pas pu être possible. Merci à tous ceux et à celles qui ont assisté à la table ronde aujourd'hui. J'espère que les réponses qui vous ont été fournies vont être utiles et que ça va vous aider dans votre choix électoral. Je vous invite à visiter le site web de la FCI, fci.ca/élections fédérales. Vous allez trouver un ensemble de ressources. Vous allez trouver l'enregistrement de la table ronde d'aujourd'hui. Vous allez trouver notre analyse qu'on a fait des différentes plateformes électorales, des différents programmes. Et vous allez également trouver les réponses du sondage qu'on a fait parvenir à tous les partis au début de la campagne. En terminant, j'aimerais remercier ma co-animatrice, chaleureusement remercier Amélie, qui a fait un excellent travail. Moi, je ne suis pas prêt de remplacer Pierre Bruno là, au bulletin d'information, mais Amélie a fait un travail incroyable. Alors, merci beaucoup, Amélie. Et je rappelle à tout le monde d'aller voter lundi prochain si ce n'est pas déjà fait. Donc, encore une fois, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à tous les candidats et je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Merci à toi, Jasmin. Merci à tous.